Claude Monet, je pense que vous avez déjà entendu ce nom, c'est l'un des fondateurs de l'impressionnisme et certains l'appellent même le père de l'impressionnisme. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait énormément de temps que j'ai pas posté, mais en tout cas aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous parler un petit peu de la vie de Claude Monet et aussi vous me verrez en train de le dessiner au fusain. Bref, on va commencer sans plus tarder, allez c'est parti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peintre français né en 1840 et comme je viens de le dire, c'est l'un des fondateurs de l'impressionnisme, un mouvement artistique qui fera beaucoup de bruit au 19e et encore à l'heure actuelle. Sous le nom d'Oscar Claude Monet, il naît le 14 novembre 1840 au 45 rue Laffitte dans le 9e arrondissement. Il est l'enfant de Louise Justine Aubray, née en 1805, et de Claude Adolphe Monet, né en 1800. Mais il faut savoir que ses parents, ils avaient déjà eu 4 ans plus tôt un enfant, appelé Léon Pascal Monet, qui sera donc le grand frère du peintre. En 1845, lui, son frère, son père, sa mère et ses grands-parents du côté paternel déménagent en terre normande, plus précisément au Havre. Cette enfance au Havre, pas très loin de la Seine, a été capitale pour Claude Monet. Comme il le souligne lui-même, la Seine, je l'ai peinte toute ma vie, à toute heure, à toute saison, à Paris, Argenteuil, Poissy, Vétheuil, Giverny, Rouen et Le Havre. Lorsqu'il rentre au collège en 1851, son prof d'art plastique, M. Auchard, à ne pas confondre avec Squeezie, les amis, commence à lui apprendre le dessin. Claude Monet se prendra alors de passion pour cette discipline artistique et donc dessinera la majeure partie du temps qu'il passera en cours. Il fera des portraits, des caricatures de ses profs et il dessinera aussi quelques petites ornementations autour de son cahier. Et c'est à partir de ce moment qu'il commence à vendre des portraits-charges. Mais des portraits-charges, c'est quoi? Et bien tout simplement, c'est ce qu'il faisait en cours, c'est des caricatures tout simplement. Donc il va commencer à vendre ses caricatures pour à peu près 10 à 20 francs au Havre. Voilà, donc une petite boutique, il va les exposer. Et d'ailleurs, retenez bien, mais cette exposition dans les petites boutiques, ça va l'aider pour plus tard. Ses créations, elles font beaucoup de bruit à cette époque-là, à tel point qu'à 15 ans seulement, sa clientèle a doublé. Bon, j'ai pas le chiffre de base, ça se trouve le mec est passé de 2 clients à 4. Bref, en tout cas, il avait beaucoup de talent. Sa clientèle, elle a doublé notamment parce que ses créations étaient exposées dans une papeterie, la papeterie Gravier. Mais malheureusement, une importante nouvelle va toucher la famille Monet puisque sa mère vient de mourir le 28 janvier 1857 lorsque Claude Monet a 17 ans. À cause de cela, il va totalement arrêter ses études et le dessin. Néanmoins, c'est sa tante Marie-Jeanne Lecadre, qui est elle aussi peintre, qui va l'aider à reprendre ses crayons, qui va l'aider à reprendre ses études, et grâce à cela, il pourra la remercier quand même. Parce qu'il va faire la rencontre d'un peintre, Eugène Boudin. Après ça, toujours dans le même magasin, Claude Monet va faire la rencontre d'Eugène Boudin, un peintre âgé de 34 ans à cette époque-là. Il faut savoir qu'il décrivait les caricatures de Claude Monet comme amusantes, il les trouvait très drôles, et il trouvait même que Claude Monet était assez doué. Mais Claude Monet, il trouvait les marines d'Eugène Boudin assez dégoûtantes, il les aimait vraiment pas du tout. Ils sont donc allés tous les deux peindre en 1858, en août plus précisément à Rouelle, non loin du Havre, et Monet a vu ça comme une révélation, et c'est assez étonnant puisque on sait qu'il dessinait quand même déjà pas mal dans son carnet, on sait qu'il peignait quand même un petit peu, il peignait des jardins, des chaumières, des arbres, des voiliers, donc c'est quand même assez étonnant. Le même été, le nom de Monet apparaît pour la première fois dans le catalogue de l'exposition municipale du Havre, pour le tableau Vue prise à Rouelle. Donc franchement, c'est déjà pas mal pour un début. Il était déjà quand même assez chaud, comme on peut le voir. Devant ce succès, Eugène Boudin va alors conseiller à Monet d'aller s'installer à Paris dans le but d'y suivre des cours et de rencontrer d'autres artistes. Après l'échec de ses demandes de bourse d'études, car oui, il en a fait plusieurs, il part malgré tout à Paris à l'âge de 19 ans dans l'espoir de trouver une école d'art. Il réussit à louer une chambre car il vendait déjà ses tableaux pour environ 2000 francs. Donc il avait déjà de quoi vivre décemment, d'autant plus que le prix de sa chambre était de 150 francs par mois. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, il faisait pas mal d'allers-retours entre Paris et Le Havre. Et ces allers-retours, je ne vais pas forcément les notifier parce que ça n'a pas forcément son importance dans la biographie. Et puis ça prendrait trop de temps pour rien, déjà que la vidéo est assez longue comme ça. Après plusieurs entretiens passés, Claude Monet finit par être accepté dans une école d'art et se retrouve même admis dans l'atelier de Thomas Couture. Sauf que Claude, lui, il le trouve nul. Mais vraiment nul à chier quoi. Il prend donc comme décision à l'âge de 20 ans d'arrêter les allers-retours entre Paris et Le Havre puisqu'il va emménager définitivement à la place Pigalle, au 4 quai des Orfèvres. Et bien pourquoi cette décision? Pour aller dans une école qui est très convoitée à l'époque puisqu'elle est peu chère comparée aux écoles d'art habituelles. Il intègre cette école non seulement parce qu'elle est pas très chère, mais aussi parce qu'il considère qu'il va travailler avec des artistes qui sont tout simplement meilleurs que Thomas Couture. Il va donc intégrer l'Académie suisse située au 4 quai des Orfèvres. Cette académie, elle était ouverte à partir de 6h du matin jusqu'à 10h du soir. Pour seulement 10 francs par mois, on pouvait s'exercer au nu académique en bénéficiant de la présence d'un modèle. Un modèle qui était féminin la 4e semaine et masculin les 3 premières. L'année scolaire de 1860 touche à sa fin, il est donc temps pour lui d'aller à l'armée puisqu'il a 21 ans. En mars 1861, le jeune Claude Monet était tiré au sort à la loterie militaire. Il va donc pendant 7 années consécutives exécuter son service
Il sera donc incorporé le 19 mars au 1er régiment des chasseurs d'Afrique, mais pour autant, ça ne va pas l'arrêter puisqu'il va continuer à faire des croquis, puisqu'il souhaite par la suite, à son retour en France, en faire des peintures, en faire des croquis plus aboutis, des dessins, enfin bref, il veut les finir à son retour en France. Mais contaminé par la typhoïde au printemps 1862, il se voit dans l'obligation de rentrer au Havre pendant 6 mois. Durant cette convalescence, il va faire la rencontre très importante du peintre hollandais Jonkin, je sais pas comment on dit, je suis désolé. Ce peintre, il se rend compte en plus du talent que Monet il a pour la peinture et le dessin. Il va donc essayer de convaincre la tante Le Cadre de payer le reste du service militaire afin que Monet ne reparte en plus, non plus en Algérie, mais au Mexique pour y faire la guerre. La tante, elle est convaincue par ce discours, elle va donc racheter les 5 années de service restantes pour un total de 3000 francs, donc environ 550 francs par an. Le 21 novembre 1862, à ses 22 ans, Claude Monet il veut continuer ses petits croquis chez lui, il veut être tranquillou bilou, pas trop travailler, mais c'est pas avec ses croquis qu'il va gagner de l'argent. Et donc, son père, Claude Adolphe Monet, il veut qu'il soit sous la discipline d'un maître connu. Il va donc choisir un maître, un professeur, qu'il considérera comme assez bon, assez fort pour enseigner à son fils. Monet sera alors sous la tutelle d'Auguste Toulmouche. C'est un artiste peintre d'abord, qui est âgé de 33 ans, mais c'est aussi l'un des nombreux élèves de Charles Leclerc, un artiste qui a participé à de nombreux salons d'exposition. Sauf que Toulmouche, lui, il redirige Monet vers un autre artiste, et cet artiste, c'est qui ? Eh bien, c'est Charles Leclerc. Et Charles Leclerc, franchement, il est assez bon puisqu'il a participé, comme je l'ai dit, à de nombreux salons. Et les salons, c'est quand même pas mal, hein. Je pense que c'est l'équivalent un peu du ballon d'or du footballeur. Et dans cet atelier, Monet il fera la rencontre d'autres artistes, notamment de Sisley, de Basile, de Renoir. Donc, on a une belle petite équipe dans cet atelier, franchement, on est pas mal. Mais cet atelier, il n'était pas gratuit. Il fallait payer 15 francs pour la bienvenue, 30 pour la masse et ensuite 10 francs par mois. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'Oscar Claude Monet commence à signer ses tableaux sous le nom de Claude Monet. C'est le 1er mai 1865 que Claude Monet participe à son premier salon qui a lieu au Palais de l'Industrie à Paris. Il y expose 2 tableaux, La Pointe de la Hève Sainte-Adresse et Embouchure de la Seine à Honfleur. Et il y a un truc qui est assez fun à cette expo, c'est que Manet, lui, il exposait des œuvres comme Jésus insulté par les soldats et Olympia, et il était furieux parce que les gens le confondaient avec Monet, d'autant plus que ses œuvres à Manet, lui, c'est passé plutôt inaperçu à l'époque, quoi, donc il était vraiment furax. Toujours la même année, il entame les croquis du Déjeuner sur l'herbe, toile qui compte peindre sur une hauteur de 5 mètres et une longueur de 6 mètres. Cette toile ne représente pas de simple modèle puisqu'on peut y voir Frédéric Basile, Auguste Renoir et une jeune femme. Malheureusement, c'est des critiques plutôt négatives d'Eugène Boudin qui qualifient l'œuvre d'énormes tartines et de Gustave Courbet aussi. Eh bien, elle ne sera jamais complétée, c'est pour ça qu'il y a seulement 2 fragments, qui sont d'ailleurs visibles au musée d'Orsay à Paris. En 1866, pour de nouveau participer au salon, Claude voulait impressionner les jurys en exposant la toile Le Déjeuner sur l'herbe, mais cette œuvre lui causait quelques soucis et en plus la deadline, elle approchait, donc il lui fallait une œuvre plus modeste, plus rapide à réaliser, plus simple. À cause ou grâce à cela, tout dépend du point de vue, Oscar Claude Monet va peindre La Femme à la robe verte, et en plus de nous peindre une masterclass, honnêtement, il l'a fait en seulement 4 jours, donc c'est incroyable. Et en plus, il va réussir à être admis au salon et la vendre pour 800 francs, donc c'est tout bénef. Il faut savoir que la femme qui est représentée sur ce tableau, et bien tout simplement sa copine, c'est Camille. Camille qui d'ailleurs figure sur le nom de l'œuvre car en réalité elle s'appelle Camille, la femme à la robe verte. Claude et Camille vont s'installer en avril 1866 près de Ville-d'Avray et c'est dans leur jardin qu'il va commencer à peindre Femme au jardin. Et un truc qui est assez drôle, c'est que sur les 4 femmes présentes, Camille en représente 3. Elle représente les 3 femmes présentées sur la gauche, celle qui est assise sur la pelouse avec une robe blanche à broderie noire, celle qui se tient debout de profil en robe blanche à rayures vertes, et une autre qui est de face en jupe et portant une veste longue beige rosée. La dernière femme est posée par Gabrielle Alexandrine Mollet, la femme d'Émile Zola. Elle se tient debout derrière un arbre, elle a un chignon roux et une robe blanche à pois noirs. Au printemps 1867, il retente le fameux salon. Il propose cette fois-ci, sous les conseils de son ami Basile qui trouvait ses toiles magnifiques, la fameuse Femme au jardin et le port d'Honfleur. Mais ces toiles sont refusées par le jury, malheureusement pour lui. Sauf qu'au même moment, Camille, elle est enceinte et il sait très bien Monet que sa famille ne va pas du tout bien réagir puisqu'il n'aime pas du tout Camille Doncieux. Cependant, le 8 avril, il avertit son père de la situation qui lui dit d'abandonner son fils à l'orphelinat, de s'écarter de sa compagne, en gros, de quitter Camille et de repartir au Havre rejoindre sa famille. Ayant des problèmes financiers, il emprunte de l'argent un peu partout autour de lui. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire tout du long de sa vie.
Ici, il emprunte de l'argent notamment à Basile, qui va d'ailleurs acheter à Claude, femme au jardin, en mai 1867 pour 2500 francs. Mais cet achat et les emprunts, ça ne suffit pas pour combler les besoins de Claude, étant donné que le 8 août 1867, Jean Monnet, fils de Oscar Claude Monnet et Camille Doncieux, vient de naître. Après ça, il se passe pas grand-chose dans la vie de Monnet, ça se passe tranquillement, donc je vais passer ça un peu en revue. Donc, il vend ses toiles notamment à Paul Durand-Ruel, un très bon ami marchand d'art. Il va aussi être refusé une nouvelle fois au salon. Et pour finir, il se plaint encore de ses problèmes d'argent. Il va donc continuer d'emprunter à Basile, puisqu'il faut savoir qu'il gère très très mal ses dépenses et très très mal ses comptes. Donc l'argent, il s'envole un petit peu comme du n'importe quoi. L'année 1870, elle est très chargée, notamment parce qu'il déménage à Trouville en juillet avec sa femme. Le 7 juillet, sa tante le cadre décède et le 19 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. Les trois frères Manet s'engagent dans la garde nationale tout comme De Gasse. Basile, quant à lui, s'engage dans les Zouaves, unité d'infanterie légère, et Claude Monnet et Pistaro, eux, vont s'exiler à Londres. Basile, lui qui disait qu'il avait encore beaucoup de choses à accomplir, est mort le 28 novembre 1870 lors d'un affrontement. Claude Monnet ne fera aucun commentaire suite à sa mort, aucun regret, rien du tout, alors que Basile l'avait quand même bien aidé lorsqu'il était dans la galère. Si, il dira juste un truc, c'est que Basile aurait pu devenir un grand peintre s'il n'était pas mort si tôt. Après quelques mois passés à Londres, Claude Monnet apprend que son père est mort le 17 janvier 1871 à Sainte-Adresse. Il reviendra en France en octobre 1871 après avoir passé 5 mois en Hollande. En 1873, après 2 nouveaux refus au salon d'exposition, Monnet il en a ras-le-bol, il en peut plus, et donc accompagné d'une trentaine d'autres artistes comme par exemple Renoir, Sisley, Degas, Morisot, Pissarro, Boudin, Armand Gauthier et Félix Bracmont, ils vont créer le 27 décembre 1873 la Société anonyme des peintres, sculpteurs et graveurs. Ce salon des refusés, comme on l'appelle, il organisait des expos libres sans jury ni récompense à la clé. Et donc en soi, c'est bien puisque ça permet de donner une certaine visibilité sans faire de l'ombre à d'autres personnes avec le système un peu de récompense et de compétition. La première exposition date du 15 avril 1874, 15 jours avant la véritable exposition. Vous allez me dire pourquoi? Pour ne pas passer pour un salon des refusés. Donc, un salon où les gens ils vont se dire, eux, ils ont été refusés, c'est un peu la loose. C'est des gros losers. Et donc, ils ont prévu le coup et ils l'organisent 15 jours avant. Cette première exposition comptait 165 œuvres d'artistes, donc franchement, c'est pas mal. Claude, il avait exposé Boulevard des Capucines, Coquelicot, Bateau de pêche sortant du port, Le Déjeuner et puis la dernière, l'une des plus connues à l'heure actuelle de Claude Monnet, Impression. Les années 1874 à 1877 ne sont pas fameuses pour Claude Monnet puisque ses recettes elles baissent et puis la critique elle est toujours présente. La critique elle est toujours là pour abattre l'ennemi comme on dit dans le jargon. Et puis malgré quelques expositions par-ci par-là avec Morisot et Sisley, la foule elle n'apprécie pas ce style de peinture qu'on appelle aujourd'hui l'impressionnisme. Elle trouve même ça nul à chier. Voilà, elle est là pour abattre l'ennemi elle aussi. Donc franchement, ça fait un coup au moral, je pense, quand on est peintre à cette époque-là, de se dire que la foule, elle n'apprécie pas ce qu'on fait, sachant qu'en plus, il passe des heures et des journées à peindre ses tableaux. Mais en 1877, lorsqu'il a 37 ans, Claude Monnet va décider de créer sa première série de toiles qu'il appellera Gare Saint-Lazare. Elle est composée de 12 toiles et le tableau le plus connu de cette série est intitulé La Gare Saint-Lazare. Cette série sera même exposée à la nouvelle exposition des impressionnistes du 4 au 30 avril 1877. Peu après cette exposition des impressionnistes, Camille Doncieux va donner naissance à un nouvel enfant qu'ils appelleront alors Michel Monnet. Michel Monnet naît le 17 mars 1878 et Édouard Monnet est le second témoin de cette naissance, mais c'est aussi à cette même période que Ernest Hochedet, un grand marchand d'art et mécène de Claude Monnet, fait faillite. Et donc Claude Monnet perd son plus grand moyen de se faire rentrer de l'argent et va donc quitter Paris avec Camille pour aller vivre à Vétheuil. Mais en 1879, l'état de santé de Camille empire. En un mois seulement, elle n'arrive plus à manger, elle n'arrive plus à marcher. Elle mourra alors le 5 septembre 1879. Fasciné par la dégradation des couleurs que la mort imposait au visage, Claude Monnet va peindre Camille sur son lit de mort. À l'origine, ce tableau ne devait jamais sortir de son atelier puisqu'il considérait ça comme une profanation. À ce moment-là, c'est très rude pour Claude Monnet puisqu'il vient de perdre sa femme. Il perd son logement puisqu'il n'a plus un sou, il ne participe à aucune exposition, il reste juste chez lui à peindre quelques natures mortes. Le 8 mars, il participe une nouvelle fois au salon, mais ce sera la dernière parce que le 8 avril, une revue nommée La Vie Moderne va l'interviewer et c'est à partir de ce moment qu'il décidera de ne plus jamais participer au salon d'exposition. À l'été 1880, la revue fait paraître l'article et ça va permettre à Monnet de faire pas mal de ventes, ça va donner un petit coup de boost à la vente de ses tableaux, il va même gagner jusqu'à 20 000 francs, mais malgré ça, il n'arrivera pas à rembourser
toutes ses dettes suite à la mort de sa femme. Il va même accueillir chez lui Alice Hochedet, qui est la femme d'Ernest Hochedet. Elle est mère de 6 enfants et donc Claude Monet se retrouve un petit peu dans la panade puisqu'il doit nourrir une famille de 10. Et c'est à cette même période que Claude Monet il part au bord de la mer pour essayer de ramasser un peu d'argent suite aux toiles qu'il va peindre, et certaines seront connues comme par exemple Étretat, mer agitée. Il s'installera par la suite à l'âge de 43 ans à Giverny en mai 1883. Giverny, c'est une petite ville de 300 habitants qui est assez charmante quand même, mais pendant son emménagement, il va rencontrer une difficulté puisqu'il va apprendre la mort de son ami Manet le 3 mai. Il se rendra alors avec 1 millier de personnes à son enterrement. En manque d'idées et en manque de motifs, il partira le 16 décembre 1883 accompagné de Renoir à Bordighera, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé. À l'origine, il devait partir pour 1 mois, sauf que eux, ils en ont décidé autrement, ils sont partis pour 5 mois, voilà. Ils sont rentrés le 16 avril, mais en même temps ça m'étonne pas puisque là-bas il avait dit « Je vais m'attacher aux palmiers et aux aspects un petit peu exotiques ». À son retour en France, il enverra une vingtaine de toiles à son nouveau mécène, Paul Durand-Ruel, qui fera d'ailleurs presque faillite à cause du crash de l'Union Générale. Peu après, Alice, sous les ordres d'Ernest Hochedet, doit aller retourner vivre chez lui. Ouais, ça se passait comme ça à l'époque, faut pas... Ouais. Et ajouté à cela, Paul Durand-Ruel, lui, il part aux États-Unis, et donc Claude, lui, il se sent terriblement seul, puisqu'en plus, il était terriblement amoureux d'Alice, et donc cette solitude va aussi affecter son travail. Fin juillet 1890, il est âgé de 50 ans et il va se mettre à peindre une seconde série de toiles qui sera composée de 6 tableaux. Les tableaux Prairies aux coquelicots et Champs d'avoine sont des tableaux sur lesquels aucun personnage n'apparaît. Il n'y a personne dessus, seulement une marée de coquelicots, donc c'est quand même assez joli à regarder. À cette même période, il va aussi peindre une autre série de toiles appelée Les Meules. Il faut savoir qu'il avait déjà commencé à les peindre en 1884, mais les plus connues restent celles qu'il a fait entre 1889 et 1891. Cette série représente des meules qui sont peintes à toute heure, à toute saison, que ce soit en hiver, en été, au coucher du soleil ou encore à la tombée de la nuit. Il réalise aussi les peupliers exposés pour la première fois à la galerie Bousseau en janvier 1892. Pendant ce temps, l'état de santé du mari d'Alice Hochedet se dégrade. Ernest boit beaucoup et pour soigner ses douleurs dues aux attaques de gouttes, il boit encore plus. Alice veillera sur lui 6 jours et nuit, mais il mourra le 19 mars 1891 à 53 ans. Et à la suite de cet événement, Alice rentrera à Giverny et après la christianisation de Claude Monet, ils se marieront tous les deux le 16 juillet 1892. Avant son mariage avec Alice, il devait se rendre à Rouen pour faire un petit peu de paperasse en 1892 à propos de la mort de son père. Mais lui, il avait une autre idée en tête, c'était celle de peindre la cathédrale de Rouen. Il va leur peindre 28 toiles et ces 28 peintures sont à la fois les mêmes et complètement différentes. C'est incroyable, je ne comprends pas comment c'est possible de peindre un seul et même monument sous le même angle, mais que les peintures soient totalement différentes. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible, quoi. Début février 1895, Claude, il prend ses affaires et il part maintenant en Norvège. Il va peindre quelques toiles comme le mont Kolsas, Sandvika, les maisons dans la neige et Fjord à Christiana. Mais le 8 mars 1895, son voyage ne se passe pas comme prévu, étant donné qu'il va apprendre la mort de son ami Berthe Morisot, ou Morisot, je sais pas trop comment on dit, et j'ai pas trop su pendant cette vidéo, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est un deuil qui va beaucoup l'affecter. Il va alors regagner Giverny début avril. Après, de 1895 jusqu'à fin 98, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais en tout cas, début janvier 1899, le 29, Claude Monet va apprendre la mort de son ami Alfred Sisley. Et ensuite, peu après, il va apprendre la mort de sa belle-fille Suzanne Hochedet qui mourra à 30 ans. Il faut savoir que c'est un véritable choc pour la famille et notamment pour Claude qui la considérait comme sa fille. Par la suite, il va commencer une nouvelle série de tableaux qu'il va appeler Bassin en nymphéa en juillet 1899. Donc je pense que vous connaissez parce qu'elle est quand même pas mal connue. Et on remarque d'ailleurs sur cette série que l'accent il est mis non pas sur le pont aux lignes japonaises, mais plutôt sur ce qu'il y a derrière celui-ci, c'est-à-dire l'eau verte qui reflète les arbres, mais aussi les nymphéas. Il faut savoir qu'il va peindre une douzaine de toiles en 1899. Pour accueillir le nouveau siècle, parce que franchement, ça se fête, Monet et sa famille, ils partent pour Londres, et là-bas, il va peindre Vue de Londres, Waterloo Bridge, Charing Cross Bridge et le Parlement. Et après ça, malheureusement, il trouve plus d'inspiration parce qu'il vieillit, il commence à s'ennuyer de la peinture. Mais malgré tout, l'année 1904 lui rapportera beaucoup d'argent puisqu'il va gagner 271 000 francs. C'est énorme. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'à cette époque-là, il se dit démotivé, là, qu'il n'en peut plus de la peinture, qu'il a fait tout le tour.
mais il va quand même commencer l'un des plus gros projets de toute sa vie. Janvier 1909, Alice, elle est malade, sa maladie, elle part, elle revient. Les médecins, ils disent qu'elle souffre d'une crise hépatique. Pendant un an, ça se passe tranquillement, elle souffre un peu, mais ça va. Mais le 30 mai 1910, Claude, il écrit: «Depuis le mois de février, j'ai ma femme malade, entre la vie et la mort, et c'est miracle qu'elle ne soit pas partie. Une maladie très rare dont on ignore la cause, que les plus grands médecins n'arrivent pas à guérir.» Il écrira le 29 octobre: «Sa maladie tend à disparaître.» Sauf qu'en réalité, ce n'est pas trop le cas puisqu'elle mourra le 19 mai 1911 à Giverny. Suite à cela, Monet n'a plus goût à rien parce que, je vous le rappelle quand même, il a enterré la majorité de ses amis, il a enterré ses 2 femmes, sa belle-fille, donc franchement, c'est assez compréhensible. Mais il vend quand même quelques toiles, celles qu'il juge assez bien pour pouvoir les vendre, parce que à cette époque, Monet, il se dévalorise, il trouve que ces toiles, elles sont immondes et ne veut limite plus rien vendre du tout. Ajouté à cela, il a un problème à la cataracte qui fait surface. Il écrira le 26 juillet 1912 lorsqu'il travaillait: «Il y a 3 jours, me mettant au travail, j'ai constaté avec terreur que je ne voyais plus rien à l'œil droit.» Monet vient alors de perdre la notion de couleur. Il ne voit plus les couleurs. C'est affolant pour un peintre quand même. Heureusement pour lui, son problème, il commence à disparaître, donc il commence à voir de mieux en mieux, donc franchement, plus de peur que de mal pour l'instant. Et en plus, en 1913, il a peint la série de tableaux Arceau Fleury. En 1922, donc 8 ans après, son problème à la cataracte refait surface. Il décide enfin d'aller voir un spécialiste. Et après des opérations effectuées à contre-cœur, ayant peur de perdre la vue définitivement, il pourra voir, mais les couleurs visibles seront déformées. Il ne verra dans un premier temps que le bleu et le jaune. Suite à une seconde opération, moins le jaune, mais plus le bleu. Bref, ses yeux ne pourront plus jamais redevenir comme avant, et ça, il le sait très bien. Il faut savoir que le projet de Naféa à l'Orangerie est un projet qu'il a longtemps eu en tête, parce qu'en 1914, il écrit à son ami Gustave Geoffroy qu'il a entrepris un grand travail. Monet peint lorsqu'il en a le temps, lorsqu'il s'en sent capable. Il peint en plein air ou dans son atelier qu'il a fait construire chez lui en 1916, bénéficiant d'une lumière zénitale. Mais comme vous le savez, ce projet va lui prendre beaucoup plus de temps que prévu, puisque déjà en 1916, il a 76 ans, il est vieux, il accumule les décès de ses proches, il a de nombreuses maladies qu'il touche, et puis il y a aussi le problème de la cataracte, donc c'est normal qu'il prenne du retard. Pour la constitution de la salle, il avait quand même pas mal d'exigences, puisqu'il voulait que la salle soit assez grande pour que le spectateur se sente immergé. Il voulait qu'elle soit elliptique, donc de forme ovale pour accentuer encore plus cette impression d'immersion. Et il voulait aussi que la lumière vienne du plafond. Il faut savoir que d'une part, on a Monet qui est très exigeant, et de l'autre, on a l'État qui est un peu plus réticent face à un projet d'une telle ampleur. Mais ils arrivent quand même à se mettre d'accord en 1923 sur tout ça. Il manque plus qu'à bosser, il manque plus qu'à faire donc le bâtiment, quoi. Les travaux commencent, mais malheureusement pour Monet, il ne verra jamais s'achever son plus grand projet qu'est les Nymphéas à l'Orangerie, puisque les Nymphéas seront installés en 1927, quelques mois après sa mort. Quelques mois après sa mort, puisqu'il est mort en 1926 d'une sclérose pulmonaire, maladie chronique et évolutive, donc on ne pouvait rien faire. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais de ce que je sais, c'est que la maladie, elle se caractérise par une altération des poumons. Ils ne parviennent plus à assurer correctement la respiration, donc c'est fatal. Oscar Claude Monet s'éteint le dimanche 5 décembre 1926 à l'âge de 86 ans, aux côtés de son plus fidèle ami, Georges Clemenceau, qui l'a poussé à finir les Nymphéas. Il sera enterré dans la tombe familiale avec Alice Hochedet, son fils Jean, Ernest Hochedet, leur fille Suzanne, Marthe Hochedet. Pour son enterrement, Claude ne souhaitait ni discours, ni honneur, ni fleurs, ni couronne. Il disait même: il serait vraiment sacrilège de saccager toutes les fleurs de mon jardin. Et c'est ainsi que s'achève notre voyage à travers la vie passionnante et hyper triste de Claude Monet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la liker, à la partager ou même à la commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.